Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Africain Sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagaref, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Messieurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport. Ifriqiya Sport, votre magazine hebdomadaire consacré à la réflexion autour du sport africain. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va continuer avec le football sénégalais suite à notre émission 26 minutes sport. Sur cette émission, on va parler de beach soccer. La fédération sénégalaise a mis les moyens pour la Coupe du Monde et les Sénégalais, et ils sont là. Les U20, une contre-performance actuellement des U20 pour la CAN, des U20 qui se passe actuellement en Égypte, et on va revenir, comme on a annoncé la semaine passée, sur les élections de la fédération sénégalaise de football. Senghor va rester ou pas? Augustin Senghor, le président actuel de la fédération, Moustapha Camara, a déjà déclaré qu'il sera candidat. L'avocat sénégalais qui est connu en Europe, l'un des emblématiques sénégalais à travers le football. Et avant de commencer notre émission avec Aruna Dramé, journaliste et expert du sport sénégalais, vice-président de l'association des journalistes sportifs sénégalais, je vous invite, mes sœurs et frères, à liker nos pages sur Facebook, Instagram et X. Et n'oubliez pas d'écouter et réécouter nos émissions. Elles sont disponibles soit via notre application téléchargeable sur Play Store et toutes les plateformes de téléchargement, ou écouter et réécouter nos émissions en replay sur YouTube. Aruna, il est avec nous. Aruna, bonjour. Comment tu expliques la contre-performance de l'équipe junior au U20 sénégalaise qui a démérité lors de la CAN qui se passe actuellement en Égypte? On n'a pas vu les Sénégalais concurrents comme on les voyait dans toutes les compétitions de jeunes en Afrique. Bonjour Walid, je pense que pour les U20, on peut dire que c'est une contre-performance après avoir été tenu en échec par la Centrafrique au match d'ouverture. On les retrouve qui s'inclinent face au Ghana. Je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour le Sénégal, une très mauvaise performance. Maintenant, ils vont devoir jouer leur qualification ce jeudi contre la RDC qui a battu la Centrafrique de l'autre côté. Ça veut dire quelque part qu'ils sont dos au mur, ils devront forcément s'imposer. Il faut gagner le match là pour pouvoir espérer se qualifier avec 4 points. Ce qui n'ira pas une tâche facile parce que c'est 3 équipes qui pourraient se retrouver avec le même nombre de points. Le Ghana 4 points, le Sénégal 4 points et puis la RDC. Bon, si d'aventure le Ghana s'impose contre la Centrafrique, ce qui est assez probable, on aura le Ghana à 6 points. Donc la seconde place du groupe se jouerait entre le Sénégal et la République du Congo, démocratique du Congo. Bien responsable, c'est difficile à dire. Je pense que l'équipe a des joueurs de talent, des joueurs de qualité, mais il y a un souci, un sérieux problème, c'est celui de l'efficacité offensive. On peut dire que de la même manière que les U17 du Sénégal avaient souffert du manque d'efficacité, c'est la même situation qu'on retrouve chez les U20. Il se crée énormément d'occasions, mais la concrétisation de ces occasions-là fait défaut. Donc, face à ce défaut d'efficacité sur le plan de l'attaque, malgré la qualité qu'il y a défensivement, parce que c'est une équipe assez solide, malgré le bon milieu de terrain, cette équipe du Sénégal souffre énormément. Elle n'arrive pas à faire la différence. Elle n'a marqué jusqu'ici qu'un seul but, alors qu'elle a très copieusement dominé la République centrafricaine. C'est le pays où le Sénégal peut-être devait s'imposer par rapport à ce tournoi-là pour pouvoir espérer aller loin. Et malheureusement, on constate que ça n'a pas été le cas. Et cette difficulté à marquer des buts, à concrétiser les occasions, poursuit le Sénégal. Vous noterez que cette équipe du Sénégal, c'est sa première défaite depuis 2017 en phase finale de Coupe d'Afrique des U20. Depuis lors, le Sénégal a participé à toutes les compétitions de U20. Ils ont été éliminés en 2017 au tir au but en finale par le Mali. En 2019, il n'y a pas eu à cause de la Covid, il n'y a pas eu de compétition. En 2021, c'est encore au tir au but que le Sénégal avait perdu avant de remporter la CAN 2 ans plus tard, en 2022.
un peu plus d'une année, en 2022 donc, plutôt en 2023 avant de remporter la CAN en 2023 sur cette même terre égyptienne. Donc quelque part, c'est une fin de série. Le coaching fait débat, mais c'est surtout l'efficacité offensive qui, de mon point de vue, fait que l'équipe du Sénégal ne s'en sort. Par contre, il y a un excellent parcours de l'équipe des Lions de la Teranga en beach soccer en Coupe du Monde qui se passe pour la première fois aux Seychelles. Parle-nous de cette équipe de beach soccer qui démérite pas, qui montre un très très bon visage du beach soccer ou le football de sable en Afrique. Bien, pour le beach soccer, on peut dire que le Sénégal est fidèle au rendez-vous. C'est une équipe qui a toujours été, comme je l'ai dit la dernière fois, à un certain niveau qui compte sur le plan mondial. Se qualifier en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est pas une surprise. Maintenant, il faudra se tirer d'un match assez compliqué qui s'annonce face à l'Italie. Mais le Sénégal a les armes, il a un excellent gardien, l'un des meilleurs au monde, un jeu défensif de qualité qui fait qu'il n'encaisse pas beaucoup de buts, mais aussi un jeu offensif très attrayant avec beaucoup de buts qui fait qu'à chaque fois le Sénégal arrive à mettre plus 2 ou 3 buts de plus que ses adversaires. Un parcours sans faute au premier tour. Une victoire de prestige sur l'Espagne qui est quand même l'une des grosses nations du beach soccer mondial. Mais aujourd'hui, on sait que le Sénégal aussi fait partie du top 10 mondial en matière de beach soccer, pour ne pas dire même du top 5. Donc de ce point de vue-là, c'est pas une surprise de voir cette équipe du Sénégal se hisser en quart de finale. Espérons simplement que ce jeudi, elle pourra poursuivre l'aventure, qu'elle va battre l'Italie et puis se hisser en demi-finale, comme cela avait été le cas il y a quelques années en arrière, plus précisément en 2019, où le Sénégal avait été en demi-finale avant de perdre le match de classement. Et aujourd'hui, il retrouve l'Italie, c'est des retrouvailles historiques parce que par le passé, les deux équipes ont déjà joué. La dernière Coupe du Monde, c'est l'Italie qui avait sorti le Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal tentera de prendre sa revanche. Juste rappeler qu'un match de préparation avant cette Coupe du Monde, juste à l'arrivée de l'équipe du Sénégal aux Seychelles, ces deux pays avaient livré un match amical Italie-Sénégal, remporté par le Sénégal sur un score assez étriqué parce que c'était tout juste 2-1 pour dire qu'on risque d'assister à un match assez fermé et que l'équipe qui se montrera la plus efficace sur le plan offensif devrait pouvoir s'en sortir et remporter ce match-là. C'est là où peut-être ça devrait se jouer du côté justement de l'efficacité offensive parce qu'on sait que c'est deux équipes très solides défensivement, donc il n'y aura pas beaucoup de buts que les deux équipes vont encaisser. Celle qui saura mettre le but de plus va se qualifier et j'espère que ce sera le Sénégal. Dernier espoir du beach soccer africain parce que la Mauritanie et les Seychelles ont été éliminés au premier tour. Tous les espoirs africains reposent désormais sur le Sénégal qui, au lieu d'être l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, aujourd'hui se présente comme l'équipe nationale de beach soccer de l'Afrique pour la Coupe du Monde qui se dispute pour la première fois sur la terre africaine. On croise les doigts, on prie, on espère la victoire et on fait confiance à Alcé Ndiaye et ses partenaires qui ont le background et l'expérience pour aller au bout. On aimerait bien savoir quelles sont les infos autour des élections de la Fédération sénégalaise de football. Senghor va pas rester à la tête de la fédération, où se trouvent les autres candidats qui seront peut-être à la succession du mythique président Senghor? Ben, c'est très tôt par rapport à la prochaine élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football qui se déroulera début août 2025. Donc, au début du mois d'août prochain, les élections se dérouleront. Le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a déjà décidé que l'élection se tiendrait dans la première semaine du mois d'août 2025 pour respecter le calendrier électoral et puis la fin du mandat de l'actuel bureau de la fédération. Et donc, on ne sait pas encore, Augustin Senghor ne s'est pas prononcé. Il avait promis de donner sa position au mois de mars. Bon, après, il est revenu pour dire que c'était juste à titre indicatif, mais qu'il n'était pas pressé de le faire. Mais aujourd'hui, il y a des tractations, il y a beaucoup de choses qui se disent, il y a beaucoup de travail en coulisses. Augustin n'a pas encore dit s'il sera ou non candidat, mais il est fort probable qu'il ne se représente pas parce que les soutiens qu'il avait, certains commencent à s'interroger. Et puis au niveau étatique, parce que vous savez, dans nos pays africains, les États s'immiscent beaucoup dans le football parce que c'est eux les financiers du football. Et aujourd'hui, l'État du Sénégal, le nouveau gouvernement qui est en place, ne voit pas d'un bon œil qu'un président de fédération qui est là depuis 2009, donc depuis 16 ans, puisse rempiler. Et là, c'est par rapport à la situation globale au niveau social et sociopolitique du Sénégal, où il y a une nouvelle génération, une nouvelle vague qui s'est installée à tous les niveaux.
Et les Sénégalais sont dans une nouvelle dynamique. Donc, on dit que on est dans une forme de refondation nationale et sur le plan politique. Et ça a des conséquences et un rejaillissement sur le sport. Donc, d'aucuns pensent que Augustin a fait son temps, il a fait les résultats qu'il devait faire, que le moment est venu pour lui de passer là. Mais que s'il devait pas se représenter, je pense que ce serait lié à ces facteurs-là. Mais la famille du football, il y a beaucoup de gens dans le monde du football qui pensent qu'il rien ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre l'aventure pour un 5e mandat de 4 ans. Même si ça fait un peu désordre, mais là, dans le monde du football quand même, il y a des soutiens, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de dirigeants qui pensent que si jamais il décide de se représenter, on doit lui donner une nouvelle chance. Et je pense que si jamais Augustin effectivement se représente et qu'il va au vote, il a de fortes chances de gagner parce qu'il est assez populaire, il est assez soutenu par le monde du football, par le corps électoral du football, parce que c'est les clubs qui votent lors de l'Assemblée générale. Maintenant, va-t-il se représenter ou non? Bon, on croise les doigts, on attend de connaître la réponse. Mais le fait est que le contexte est assez complexe. En dehors de ce qui se passe au niveau du football, c'est à l'extérieur du football que le débat se joue. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même quelques écueils qui se dessinent sur son chemin. Mais l'un dans l'autre, si jamais Augustin ne se représente pas aussi, la personnalité ou le personnage du football qui bénéficiera de son soutien aura de fortes chances de remporter les élections. Aruna, la famille du football sénégalais, est-ce qu'elle a eu des réactions? Elle dit quoi, la famille du football sénégalais? De manière globale, dans la famille du football sénégalais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que Augustin ne doit pas se représenter, pendant que d'autres estiment que le contexte du football, la volonté de poursuivre les résultats, de poursuivre ce qu'ils ont appelé le manco. Le manco, c'est l'union, l'unité autour du football, l'unité d'action, l'unité de mouvement, l'unité globale pour justement aller faire des résultats qui a permis au Sénégal de gagner en 2022 la Coupe d'Afrique. Beaucoup pensent qu'on doit pouvoir poursuivre sur cette voie-là pour essayer d'obtenir quelque chose au niveau africain encore en remportant la prochaine Coupe d'Afrique, en se qualifiant pour la prochaine Coupe du Monde, pour réaliser de nouvelles performances. Il y a beaucoup de gens donc dans ce contexte-là de la famille du football qui pensent qu'en général, on doit poursuivre cette dynamique unitaire-là et la personne qui incarne le mieux pour elle, c'est cette unité, c'est cette volonté d'aller de l'avant, c'est Augustin Senghor. Donc il y a des chances que cette volonté-là puisse perdurer. Dernièrement, j'ai lu sur les réseaux sociaux et aussi sur les sites d'information sportive sénégalaise que Maître Moustapha Camara sera candidat pour succéder à Senghor à la tête de la Fédération sénégalaise de foot. Oui, effectivement, il y a Maître Moustapha Camara qui a exprimé sa volonté de se présenter à la présidence de la fédération. Il a déjà fait acte de candidature en déclarant sa candidature. Reste maintenant à formaliser parce qu'il y a une procédure. Il y aura un comité électoral qui doit être mis en place dans les semaines à venir pour recueillir les candidatures, les dossiers de candidature et retenir les candidats qui vont participer à cette élection-là. Bon, on peut dire qu'il a le profil, il est président de club ici. Il dirige le club de Coton Sport un club dans l'est du Sénégal, dans la ville de Tambacounda, qui évolue en division inférieure. Il a le profil de l'emploi parce que c'est un avocat d'affaires, un spécialiste de sport qui travaille avec le tribunal arbitral du sport, qui a été conseiller aussi d'un joueur talentueux, Sadio Mané, pour ne pas parler de lui. Conseiller au niveau sportif, conseiller juridique de Sadio Mané, qui a été même dans beaucoup de dossiers aussi pour le football sénégalais au niveau du tribunal arbitral du sport, et qui est universitaire, qui est connu comme enseignant, comme juriste. Donc le profil de l'emploi, il a l'ambition, il a affiché ses ambitions. Il a éventuellement la possibilité de pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Le profil est assez intéressant parce que ça permettrait d'avoir un personnage différent de ce qu'on a connu jusqu'ici. Certes, Augustin Senghor est aussi juriste comme lui, mais c'est deux profils complètement différents. Lui, il est dans le monde du sport sur le plan administratif. Donc, oui, je pense qu'il a des ambitions qui peuvent permettre au football sénégalais de franchir un nouveau cap. Reste à voir quelle va être la réponse ou bien l'accueil que va lui réserver le monde du football sénégalais. Parce que c'est assez complexe et les règles du jeu par rapport aux élections sont assez compliquées
remplir pour quelqu'un qui n'est pas à l'intérieur des sphères du football, à l'instar de Moustapha Kamara justement, qui n'est pas actuellement membre du comité exécutif ou du bureau de la fédération. Et ça, je pense que ça peut être un handicap pour lui, parce qu'il faut être à l'intérieur du cocon, comme on dit, pour pouvoir justement bénéficier de tous les soutiens nécessaires. Mais il a des ambitions, il a le profil, et il a assez de soutien aussi, parce qu'il est soutenu par certains landerneaux du football sénégalais qui pourraient peut-être lui permettre de figurer en bonne place dans ce duel pour la présidence de la fédération. On aimerait bien savoir quels sont les autres noms qui sortent de cette fédération. Est-ce qu'il y a des noms qui sortent dans une shortlist sur les futurs candidats à la tête de cette fédération sénégalaise de foot? Oui, effectivement, d'autres noms circulent par rapport à cette présidence de la fédération. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Augustin Senghor, dont on dit qu'il devrait se représenter, même s'il n'a encore rien dit. Vous avez tout de suite parlé de Maître Moustapha Kamara, qui est candidat. Il y a Cheikh Seck, l'actuel 6e vice-président chargé des équipes nationales, qui occupe ce poste depuis une vingtaine d'années, qui est le président de l'association des anciens internationaux sénégalais depuis également une vingtaine d'années. C'est un homme du sérail, un homme de l'ombre qui a accompagné beaucoup de présidents de fédération depuis El Hadj Malick Sy Souris dans les années 2001-2002. Quand on allait à la Coupe du Monde, il était déjà vice-président chargé des équipes nationales. Ce Cheikh Seck-là, d'aucuns disent que c'est lui qui a peut-être le plus de chance ou qui a le plus gros potentiel par rapport aux différents candidats qui se sont manifestés jusqu'ici. Il a dit que si jamais Augustin Senghor ne se représente pas, il voudrait être le candidat du Manko, le candidat du comité exécutif ou du bureau sortant. Il a effectivement de nombreux soutiens au sein du football sénégalais, dont les membres du football amateur qui l'accompagnent, beaucoup de clubs du football professionnel et même des vice-présidents à l'image d'un Abdoulaye Sow qui n'est pas candidat mais qui roule effectivement pour Cheikh Seck. Et Abdoulaye Sow, c'est le président de la Ligue amateur de football qui a quand même le plus grand nombre de clubs dans ce pays. Le football amateur est très puissant dans le football sénégalais. Au moment des élections, quand même, c'est eux qui décident quasiment de qui sera président de la fédération. Donc, il a ce soutien-là du président du football amateur et de certains présidents de ligue qui ont un collège et qui sont très puissants aussi et qui jouent un rôle déterminant dans le vote lors de l'élection du président. En dehors de Maître Moustapha Kamara et de Cheikh Seck, il y a aussi Madi Touré, qui est le président de Génération Foot, qui était candidat contre Augustin déjà en 2017 et en 2021. Madi qui espère pouvoir justement cette année battre Augustin puisqu'il avait perdu largement lors de la dernière élection il y a 4 ans. Il va se représenter, il se prépare déjà dans ce combat-là. On sait qu'il est candidat et que peut-être il a dû peut-être s'armer davantage, corriger ses erreurs passées et essayer de s'entourer des meilleures garanties pour pouvoir enfin gagner. Parce que quand même, ce sera sa 3e élection. Son troisième face-à-face avec les électeurs pour pouvoir essayer de prendre la présidence de la fédération. Maintenant, il souffre d'un certain nombre d'handicaps parce qu'il y a beaucoup de dirigeants du sport qui ne semblent pas trop intéressés par son profil, alors même que son centre Génération Foot, son club donc, centre de formation qui est lié au FC Metz, club français de Ligue 2 aujourd'hui, fournit quasiment une bonne partie, pour ne pas dire la moitié, tout au moins le tiers de l'effectif de l'équipe nationale ou des clubs de jeunes au Sénégal sont issus justement de son centre de formation, qui est un modèle réussi, le centre de formation de Génération Foot, qui a été mis en place il y a à peu près 26 ans, mais qui fait de grosses performances. Et aujourd'hui, on sait que Madi veut utiliser ce créneau-là pour pouvoir justement réussir sa mission, assouvir son ambition de devenir président. L'autre candidat dont on parle, c'est Abdoulaye Fall. C'est un membre du comité exécutif actuel de la fédération. Il est président d'une ligue de football dans le centre du pays, la ligue de football de Diourbel. Mais bon, ses chances ne sont pas très très fortes de pouvoir s'imposer. Je pense qu'il aura de soutien en dehors de sa région naturelle. Il y a également Eliman Lam, un homme d'affaires qui est membre du comité exécutif aussi, qui était un soutien à Madi Touré en 2021 avant de rejoindre le camp d'Augustin et qui a annoncé qu'il est candidat. Mais pour beaucoup, sa candidature, c'est plus pour pouvoir discuter
comme on dit, négocier une position plus importante au sein de la fédération. Le dernier candidat qu'on évoque, c'est Babacar Ndiaye, le président de Teungueth FC, un club de la lointaine banlieue de Dakar, de la ville de Rufisque, qui a discuté déjà ces dernières années plusieurs fois les Coupes d'Afrique de clubs champions, pour avoir été champion du Sénégal sur les 6 dernières années à 2 reprises. Donc, Babacar Ndiaye, aujourd'hui, peut prétendre à être candidat. On l'annonce comme potentiel candidat au niveau de la présidence de la fédération. Mais lui aussi, peut-être qu'il est un peu dans la même situation que le président Abdoulaye Fall de Diourbel. Il lui fera défaut peut-être des soutiens dont il a besoin justement pour pouvoir s'imposer. On sait que les anciens joueurs, ils sont très importants au niveau décisionnel, au niveau du foot sénégalais. Et est-ce que ces anciens joueurs soutiennent déjà un candidat? Les ex-internationaux ont leur candidat favori? Et on peut dire aujourd'hui que les anciens internationaux occupent une place assez importante dans le football sénégalais. Je vous ai parlé de Cheikh Seck, qui est 6e vice-président de la fédération depuis quelques années déjà. Des anciens internationaux sont dans quasiment tous les staffs des équipes nationales aujourd'hui. Ça, c'est une politique mise en place aussi par le président Augustin Senghor sur les 10-15 dernières années. Il a récupéré beaucoup de joueurs de la génération 2002, de la génération 2008 ou 2012 qui se retrouvent aujourd'hui au sein des instances. Vous retrouvez des internationaux comme Cheikh Seck au sein du comité exécutif de la fédération. Vous retrouvez là-bas un ancien sélectionneur de l'équipe nationale, ancien international, Amara Traoré, qui est aujourd'hui aussi membre du comité exécutif de la fédération. Dans les commissions, vous retrouvez beaucoup d'anciens joueurs qui sont dans les commissions fédérales, les commissions d'organisation, les commissions sportives et autres. Et vous retrouvez aussi des anciens internationaux au niveau des staffs. Je vous ai parlé tout à l'heure chez les petites catégories d'un Kalidou Koulibaly, ancien international. Dans toutes les sélections de jeunes du Sénégal aujourd'hui, il y a des anciens internationaux qui sont membres du staff. Et la sélection A, vous retrouvez chez les A aujourd'hui un joueur comme El Hadj Diouf, El Hadj Ousseynou Diouf, le double ballon d'or africain en 2001 et 2003. Donc qui a été le grand artisan du parcours du Sénégal à la Coupe du Monde 2002 où le Sénégal a battu la France en match d'ouverture. C'est El Hadj Diouf là aujourd'hui, il est membre du staff de l'équipe nationale A. Et on y retrouve aussi un ancien international aussi comme Khalilou Fadiga, qui est aujourd'hui en même temps aussi à la CAF. Donc il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont autour de nos équipes nationales, de nos sélections de jeunes, et qui participent à redonner vie justement à un nouveau souffle à ce football-là. Vous avez Aliou Cissé, ancien international qui était dans l'équipe de 2002 avec Pape Thiaw, qui a dirigé l'équipe nationale du Sénégal pendant 10 ans. Et en dehors de lui, vous avez aujourd'hui Pape Thiaw qui est à la tête de l'équipe nationale après avoir été aussi leader de la génération de 2002. Donc il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui misent sur ces anciens internationaux dans leur club. Et ces anciens internationaux, pour beaucoup, sont devenus soit des entraîneurs ou des administratifs ou en tout cas des conseillers sportifs au sein des équipes nationales qui sont membres de la fédération, qui siègent dans des commissions. Même à l'intérieur du pays, dans les régions, vous retrouvez dans les ligues régionales des anciens internationaux qui participent, qui travaillent dans ces ligues-là. Et beaucoup d'entre eux sont reconvertis aujourd'hui aussi, ont des centres de formation, intègrent des structures qui comptent et qui participent au développement du football sénégalais. C'est dire qu'ils occupent vraiment leur place, qu'on leur donne de plus en plus de responsabilités et qu'ils commencent aussi à se positionner administrativement. Et ça ne m'étonnerait pas que si ce n'est pas cette année, peut-être dans les années à venir, dans les 4 ou 8 prochaines années, qu'on retrouve un ancien international sénégalais à la tête de la fédération. Je pense que c'est ça l'objectif que poursuit quelqu'un comme Cheikh Seck. C'est ça que poursuivent d'autres anciens joueurs qui aujourd'hui intègrent les instances du football et se positionnent. Ils sont pour beaucoup dans l'apprentissage. Ils essaient de découvrir le volet administratif, de savoir comment ça se passe. Et je pense que d'ici quelques années, c'est eux qui vont prendre justement les rênes au plan administratif du football, parce que sur le plan sportif, ils ont déjà fini de s'imposer et de prendre le pouvoir. Aujourd'hui, toutes les sélections sénégalaises sont quasiment dirigées par des anciens internationaux ou des anciens internationaux sont dans les staffs à côté d'entraîneurs qui peut-être n'ont pas été dans de très grandes carrières sur le plan sportif. Pour toi qui suis vraiment ce football sénégalais, quel premier défi aura le futur président s'il y a vraiment un changement? Le premier défi que le futur président de la Fédération sénégalaise de football devra
relever. Si d'aventure il se trouve que c'est pas Augustin Senghor et que c'est quelqu'un d'autre qui arrive, ce nouvel entraîneur-là devra justement pouvoir maintenir la dynamique actuelle du football sénégalais. C'est-à-dire un football performant qui arrive à faire des résultats, qui arrive à remporter des titres continentaux. Et là, le grand défi sera justement de dépasser le stade de la conquête du football africain pour aller vers la conquête du football mondial, notamment pour ce qui est de l'équipe A et des sélections de jeunes, au-delà des titres continentaux, de gagner des Coupes d'Afrique chez les seniors ou chez les U20 ou au niveau local ou chez les U17. L'objectif, le défi majeur, ce sera d'aller conquérir un trophée au niveau mondial. C'est ça que les Sénégalais attendent de leur équipe parce qu'ils pensent que le potentiel est là, les structures sont là, l'organisation est là, les talents sont là, donc il ne manque plus que peut-être un petit déclic qui viendrait permettre d'atteindre ces objectifs-là qui sont de conquérir le football mondial en remportant un titre mondial. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est l'un des défis majeurs que devra relever le futur patron du football sénégalais. Et à côté aussi, il y a le défi des moyens. Aujourd'hui, la fédération a mis en place un système qui lui permet de fonctionner, de faire vivre le football de par ses propres moyens. Maintenant, il y a des moyens additionnels à aller chercher parce que je pense qu'il y a à faire au niveau du sponsoring, notamment le marketing, le sponsoring. Ça n'a pas été à la hauteur justement des performances et des résultats du football sénégalais. Et je pense que le futur président est attendu à ce niveau-là. Les Sénégalais escomptent et espèrent qu'il pourra faire mieux que l'équipe fédérale actuelle qui a fait beaucoup de choses mais qui à ce niveau-là quand même n'a pas atteint les objectifs ou n'a pas été à la hauteur des attentes. Donc à ce niveau, il y a énormément à faire. Pour toi aussi, j'aimerais bien savoir que doit faire ce futur président pour la progression du football sénégalais et surtout le football local. Pour continuer à progresser, je pense que le football sénégalais doit davantage se structurer, chercher des partenaires parce que y a un fait qui est là, un constat qui est là, qui est global, c'est que il n'y a pas suffisamment de sponsors, de ressources additionnelles. Le football sénégalais s'appuie sur des fonds qui viennent de la FIFA, un peu de la CAF, de l'État surtout pour l'équipe nationale qui est prise en charge par l'État. Mais sur le plan du sponsoring, des partenariats, il y a encore beaucoup à faire, même s'il y a des partenaires qui sont là. Le travail doit être accentué davantage pour pouvoir justement mobiliser énormément de fonds à ce niveau. Les infrastructures, la fédération est en train de se doter de stades qui lui sont propres, de centres d'entraînement. Il y a un objectif qui était là, qui était de disposer dans chacune des 14 régions du pays d'une académie fédérale. Donc, il en existe déjà 2 au niveau de la région de Dakar et du département de Mbour dans la région de Thiès. Le centre Jules-François Bocandé de Toubab Dialao et le centre Youssou Ndiaye qui est situé à Guéréo. Les 2 sont pas très loin de Dakar. L'un est dans le département de Rufisque qui fait partie de la région de Dakar. Il a été édifié avec l'appui de la FIFA. L'autre est dans le département de Mbour à Guéréo, donc dans la région de Thiès, à 70 km environ de Dakar. Donc, c'est des centres qui sont bien implantés, bien structurés, bien organisés. Et c'est là où se regroupent toutes les sélections nationales. C'est un peu comme on les appelle chez nous, des Clairefontaine en miniature pour le football sénégalais. En dehors de l'équipe, à toutes les autres sélections, qu'elles soient de football local, les sélections U20, U17, toutes les sélections de jeunes. Donc, le football féminin, toutes ces équipes-là utilisent ces installations. Et aujourd'hui, dans le centre Gilles-François Bocandé de Guéréo pour un trampoline sur le beach soccer, il a été installé 2 terrains de beach soccer qui permettent à l'équipe nationale de s'y regrouper et même d'y jouer des matchs amicaux, pour vous dire. Donc, quelque part, c'est les infrastructures, c'est la recherche de partenaires, s'ouvrir au reste du monde, chercher des partenaires internationaux et appuyer davantage le football local parce que je pense que là aussi, il y a des choses à faire. S'il y a une direction vraiment que le football sénégalais doit prendre pour continuer à progresser à tous les niveaux, c'est justement appuyer davantage le football local en trouvant des sponsors et des partenaires qui vont financer justement ce football local-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Les clubs sénégalais qui sont engagés sur la scène africaine ont beaucoup de peine à performer, tout simplement parce que les moyens leur font défaut. Je vous compte des équipes qui ont des milliards de budget, là où eux, ils n'arrivent même pas à atteindre
1 milliard de budget. Si je parle de milliards, je parle de milliards de francs CFA, soit l'équivalent peut-être de 650 millions d'euros à peu près. Les clubs sénégalais peinent à avoir 1 million d'euros plutôt de budget pour la plupart d'entre eux. Donc c'est pour pouvoir conquérir l'Afrique. Et pendant qu'ils rencontrent des clubs qui ont peut-être 4 ou 5 millions d'euros de budget, voire plus. Donc vous voyez la difficulté. On espère que les choses vont bouger dans cette direction-là. Relativement à une nouvelle direction éventuellement qui pourrait prendre la succession de l'actuel avec Augustin Senghor. Aruna, merci. Si tu veux rajouter quelque chose, et n'oublie pas de saluer nos amis sénégalais en Wolof. Ça a été un plaisir pour Walid. Ça a été vraiment un plaisir de vous parler de toutes ces du football sénégalais et de ses ambitions. Bon, comme pour le mot de la fin, on parle juste un petit mot en wolof. C'est de dire à tous les auditeurs d'Ifriqiya maa ngi leen di gërëm di leen sant di am mbégte waxtaan ni ak yéen di leen jox dig daje ci fan yi ñëw ñu ci yeneen ay waxtaan yoo xam ne ñëpp nañ si njëriñu jërë ngeen jëf ñu yendu jàmm. On te remercie, Aruna, de ta gentillesse, de ta disponibilité. Mes sœurs et frères, on arrive à la fin des 2 émissions consacrées à un diagnostic sur le football sénégalais, le beach soccer, le football des jeunes. On a eu l'honneur d'avoir une personne qui connaît très 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 bien son métier, qui connaît très très bien le football sénégalais. À la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. À lundi pour un numéro de 26 minutes sport. Bonne chance à l'équipe nationale algérienne A-Prime, l'équipe des locaux qui jouera aujourd'hui son match qualificatif contre l'équipe gambienne à Annaba. Et bonne chance au poulain de Majid Bouguera et à la semaine prochaine.